Nous attendons le retour d'un atelier technique, mais je vais déjà amorcer le dernier moment de cette journée. Donc voilà comment nous allons procéder. Je vais d'abord donner la parole à Henri Isaac, que nous avons invité comme grand témoin de cette journée. Et ensuite, moi-même, je conclurai cette journée en revenant notamment aux objectifs de ce matin et en donnant quelques perspectives. Donc je ne vois pas pour l'instant l'atelier, mais on va peut-être commencer quand même, tant pis. Parce que j'ai peur que les présents s'en aillent et que les autres n'arrivent pas forcément tout de suite. D'accord. Bien. Henri Isaac. Donc je vais peut-être dire quelques mots pour vous présenter. Je crois que vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'université de Paris-Dauphine. Vous avez travaillé sur les effets technologiques, des technologies sur les entreprises et notamment sur le management. Et surtout en 2008, je crois que vous avez dirigé un rapport qui a été donné au ministère, je crois, de l'enseignement supérieur et qui concernait la notion d'université numérique. Et puis, vous êtes aujourd'hui auprès du président de l'université attaché à développer des outils, mais aussi des démarches, je suppose, autour de la transformation numérique. Et je crois que par ailleurs, j'ai noté ça, vous travaillez sur la transformation de l'économie de la santé par le numérique, qui est une question qui a à voir avec, à mon avis, les questions agricoles et alimentaires. Donc, sans tarder, je vous laisse la parole, et puis je conclurai ensuite. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être encore présents. Avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord remercier Patrick Vincent, le directeur de l'école, Karine Daniel et Roger Le Guen d'avoir bien voulu organiser cette journée qui nous semble importante pour nous, Renaissance numérique, et puis aussi remercier toutes les équipes et les étudiants qui ont participé à l'organisation et qui ont rendu possible cette journée. Alors, je suis donc enseignant-chercheur à l'Université Paris-Dauphine. Je travaille sur les questions de la transformation digitale depuis une quinzaine d'années. Et si aujourd'hui je prends la parole devant vous, c'est parce que je suis aussi président élu d'un think tank, Renaissance numérique, qui existe depuis 2007 et qui s'attache à être le think tank de la société numérique et qui essaye de faire en sorte que le débat soit porté au bon niveau afin que cette révolution digitale profite à tous, citoyens que nous sommes. Et donc, je vais revenir sur un certain nombre de points qui ont été présentés au cours de cette journée, mais je voudrais surtout mettre en perspective un certain nombre de réflexions que nous menons au sein de ce think tank et qui font écho à beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Alors ce matin, on a entendu parler de la disruption et le fait que le numérique était une renaissance. C'est pas pour rien que notre think tank, qui rassemble des entreprises, des chercheurs, des start-up, des universitaires, s'appelle Renaissance numérique parce que, effectivement, la découverte d'un nouveau monde, le virtuel, est l'occasion d'une renaissance intellectuelle. Et c'est ce que nous pensons et c'est ce que nous essayons de porter. Et donc nous travaillons en tant que think tank sur différents sujets. Ça a été dit, nous avons travaillé sur la santé en 2014, mais nous avons aussi travaillé sur la culture, sur la démocratie, sur les droits fondamentaux, sur le big data. Et puis nous ne sommes pas un think tank parisien puisque nous nous appuyons sur un réseau d'acteurs en région qui s'appelle The Social Network et qui nous permet aussi d'organiser de temps à autre des événements sur tout le territoire. Alors, Renaissance numérique, l'année dernière, on a travaillé, comme on l'a dit, sur la santé. Et chaque année, nous essayons de travailler sur une thématique centrale. Il nous a semblé l'année dernière que l'agriculture était le nouveau sujet important et qu'il était dans un angle mort, notamment chez les politiques où personne, ou très peu, était conscient que la transformation digitale en cours dans toute la société concernait aussi l'agriculture, et comme ça concerne tous les secteurs de la société et tous les secteurs de l'économie. Et plus encore, il nous est apparu que
s'il y a bien une activité qui est au cœur de cette transformation, c'est l'agriculture. Et pourquoi nous avons voulu nous emparer du sujet? C'est parce que chacun d'entre nous ici, nous sommes des consommateurs, nous sommes des citoyens et nous sommes concernés par la question de l'agriculture dans un pays qui a un rapport à celle-ci qui est très particulier par rapport au monde anglo-saxon. Et il nous a semblé que c'était un sujet extrêmement important. Lorsque nous avons abordé les questions de santé et de digitalisation de la santé, nous nous sommes bien rendus compte qu'il y avait un sujet très important qui était celui de l'alimentation et de la nutrition et des enjeux sociétaux qui étaient liés à ces questions-là. Et donc le lien avec le sujet agricole nous a semblé assez évident dans la prolongation de ces travaux sur les questions de la santé à l'ère numérique. Alors bien sûr, je ne suis pas un expert du domaine agricole, donc je n'ai aucune prétention en la matière, mais pour parler de ce sujet, je m'appuierai sur le propos de Astro Taylor. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent qui est Astro Taylor. Non. C'est le directeur de Google X. Google X, vous connaissez peut-être, c'est la structure chez Google qui s'occupe par exemple de la Google Car, qui s'occupe des Google Balloon, qui s'occupe par exemple des détecteurs anticancéreux qu'ils souhaitent intégrer dans notre corps. Donc c'est la structure aussi qui est à l'origine des Google Glass. Et Astro Taylor a ce propos que je trouve intéressant et qui dit qu'à l'ère du numérique, le regard du naïf, de celui qui ne connaît pas du tout un secteur, peut être extrêmement instructif quand il le regarde en reposant des questions aux acteurs et aux experts de cette industrie ou de ce secteur. Et donc, Renaissance numérique n'a pas la prétention d'être un expert de la santé ni de l'agriculture. Nous avons une expertise sur le numérique et le digital, et ce que nous essayons de faire, c'est de confronter notre expertise à ces sujets qui sont centraux pour le citoyen, la santé, la démocratie, l'agriculture, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu parler de production, de data, de big data. Alors bien évidemment que le modèle de production agricole dans lequel nous vivons, il a été rappelé par le ministre, est peut-être un modèle qui arrive au bout d'une certaine logique et qui a besoin d'être revu par certains aspects, notamment parce que de nouveaux défis sont devant nous. Les défis, on l'a dit, de l'environnement et de l'énergie, qui en sont deux éléments absolument fondamentaux. Et donc, s'il est important pour réfléchir sur le sujet de l'agriculture connectée, aux questions de production, la révolution digitale, elle ne peut pas être limitée à cette problématique-là. Et s'il y a quelque chose d'extrêmement particulier dans la révolution digitale que nous connaissons, c'est le fait qu'elle concerne chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous en sommes un acteur. C'est-à-dire que, comme certains ont pu l'exprimer dans certains ouvrages, c'est une révolution du citoyen, du patient, du consommateur, de l'individu qui, grâce au numérique, retrouve une capacité à agir nouvelle. Certains parlent de l'âge de la foule, de la multitude, et je trouve que dans les propos que j'ai entendus aujourd'hui, le consommateur était très absent de nos discussions. Alors bien sûr qu'il ne faut pas oublier la production et que c'est un sujet absolument central, mais il y a un autre acteur qu'on n'a absolument pas évoqué et qui est le distributeur, c'est-à-dire celui qui fait le lien entre le producteur et le consommateur. Et donc la réflexion que nous avons menée au cours de cette année 2015, en rencontrant un très grand nombre d'acteurs du monde agricole, dont certains sont ici aujourd'hui présents, et des acteurs de la distribution, mais aussi des associations de consommateurs, nous a permis de dresser une analyse que nous présenterons prochainement dans un livre blanc à paraître à partir de la 3e semaine de novembre, à partir du 16 novembre. Il sera disponible sur notre site internet renaissancenumérique.org. Et dans ce livre blanc, les 3 thèmes qui nous ont vraiment conduit notre réflexion, c'était bien sûr la production. On a beaucoup parlé aujourd'hui de cette agriculture de précision, cette mise en données de l'agriculture
qui est vue comme une grande révolution dans les modalités opératoires de l'agriculture. Et c'est une réalité évidente, mais je voudrais juste faire réfléchir que oui, on peut parler ici de mise en données du monde, mais cette mise en données du monde, si on réfléchit, elle n'est pas le propre de l'ère de l'informatique. La mise en données du monde, elle commence avec la mathématisation du monde et qui a justement permis à Christophe Colomb, grâce à des calculs mathématiques, d'atteindre ce qu'il croyait être l'Inde, mais qui était les États-Unis. Et donc cette mathématisation du monde, elle est ancienne, c'est une tendance absolument multiséculaire et qui guide, et en tout cas qui structure de plus en plus l'action humaine. Et donc, s'il y a des ruptures technologiques récentes, il y a une tendance naturelle et très ancienne à ce que l'homme s'équipe dans ses décisions de tout un élément qui s'appuie sur le calcul. Et voici qu'il arrive effectivement dans le monde agricole depuis quelques décennies et que les révolutions technologiques actuelles, effectivement, conduisent à penser autrement la façon de produire. Mais ça, si ça a été extrêmement bien décrit et discuté au cours de cette journée, il nous semble, nous, de notre point de vue, que l'essentiel est peut-être dans la globalité de cette chaîne à repenser, et notamment au rôle nouveau que le consommateur est en train d'acquérir. Et notamment dans la question de la relation avec l'agriculture et le producteur, mais aussi, bien sûr, dans la relation de la distribution de ces produits et de ces productions. Alors, je vais prendre un certain nombre d'éléments qui vont, je crois, illustrer cette analyse que nous avons livrée, enfin que nous livrerons bientôt. Beaucoup d'intervenants au cours de la journée ont souligné la notion de confiance, la notion de transparence. Si vous prenez les problématiques de consommation, Dieu sait si depuis 15 à 20 ans, nous faisons face à une crise de confiance dans la question de ce qu'il y a dans nos assiettes. Et le consommateur aujourd'hui envisage les choses avec parfois beaucoup de crainte dans ce qu'il y trouve. Et il y a une crise de confiance qu'il ne faut pas nier, il faut la regarder en face. Et on a beaucoup parlé de données. Bien sûr que la datification du monde que nous vivons tourne autour de cet objet, mais comme il a été dit, la donnée en elle-même n'a pas beaucoup de valeur et n'a surtout pas beaucoup de sens si elle reste donnée. Il nous semble que justement, les questions de transparence et de confiance reposent sur un partage accru de cette donnée entre les différents acteurs de la chaîne de valeur et que les agriculteurs ont beaucoup à gagner, notamment en termes de pouvoir de négociation et de reprise de leur véritable rôle dans cette chaîne alimentaire en partageant cette donnée, notamment avec le consommateur. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le consommateur utilise la technologie pour produire cette donnée. Il y a aujourd'hui de nombreuses applications comme Open Food Fact, comme Noteo, et il y en a bien d'autres de par le monde. Il y a même aussi des technologies qui analysent les qualités et les composants des aliments, notamment une start-up israélienne qui a produit un outil d'analyse qui permet de scanner les produits. Donc on voit bien ce pouvoir nouveau qu'acquiert le consommateur et qui lui génère la donnée lorsqu'il n'a pas accès sur les données de traçabilité sur un certain nombre de produits. Alors bien sûr, il y a des initiatives qui sont prises pour augmenter et accroître la transparence, mais on le voit bien, le consommateur aujourd'hui est doté, grâce aux capacités digitales, d'un pouvoir qui est assez intéressant et qui nous semble être quelque chose sur lequel il faut réfléchir, non pas en opposant les uns et les autres, mais au contraire en travaillant ensemble avec les consommateurs. Je reviendrai sur cet élément-là un petit peu plus loin. Sur la question de la distribution, bien sûr que nous sommes dans un pays où les relations entre les producteurs et les distributeurs sont jamais simples, elles ne le sont rarement. Et on voit bien que le digital aussi est ici une façon de repenser les circuits de distribution, et notamment le succès grandissant de certains circuits courts interpelle quand même beaucoup sur la façon de recomposer un certain nombre de mécanismes de distribution et d'accès à certains produits. Alors bien sûr, la consommation locavore ne va pas répondre à l'ensemble des besoins alimentaires de la planète et de la France. Il n'empêche, il faut observer ces phénomènes avec beaucoup d'attention parce qu'ils répondent encore une fois
à des préoccupations de consommateurs et de producteurs qui trouvent avec le digital des moyens de s'organiser autrement et de façon souvent collaborative. Il y a de nombreuses initiatives dans le domaine de la distribution en circuit court qui s'appuient sur le numérique. J'ai en tête La Ruche qui dit oui, j'ai en tête Au bout du champ, et il y en a d'autres qui organisent cette façon de recréer le lien entre le consommateur et le producteur grâce au digital. Et c'est là où je crois que c'est ces mécanismes de collaboration entre consommateurs et producteurs qui sont porteurs de quelque chose d'assez nouveau. Le collaboratif peut être une réponse, alors pas complète ni globale, mais une partie de la réponse à des problématiques de confiance, à des problématiques de transparence sur ce que nous consommons. Et certains agriculteurs ont déjà enclenché le pas et se lancent dans cette aventure. Et je trouve que, encore une fois, le digital ici n'est pas la finalité, c'est un moyen au service d'hommes et de femmes qui veulent faire autrement et qui, grâce aux outils collaboratifs, permettent de penser les choses et les circuits de distribution autrement. Alors, je ne vais pas ici énumérer et dévoiler la totalité de notre réflexion, mais vous aurez compris que ce que nous avons essayé de faire, c'est de réfléchir de façon globale, notamment en tenant compte aussi du fait que dans les questions d'alimentation, il y a des questions de santé qui sont essentielles, et que, encore une fois, on a beaucoup parlé d'agriculture de précision en se centrant sur la question de l'optimisation, on allait dire, des intrants, des ressources, mais on parle aujourd'hui, on commence à parler d'aliments personnalisés. C'est une thématique que je n'ai pas aujourd'hui entendue, et il y a d'ores et déjà un certain nombre d'industriels qui tentent d'intégrer, de produire des aliments personnalisés. Il faut aussi bien comprendre cette logique-là en relation avec les problématiques de santé, notamment les maladies cardiovasculaires et les questions de diabète qui, le diabète, on le sait tous, est une bombe à retardement pour l'humanité, et je ne suis pas le premier à le dire, et il est urgent de s'intéresser à ces questions. Donc, agriculture de précision, oui, mais il faut aussi penser consommation et intégrer les enjeux de santé qui sont des enjeux qui nous concernent tous. Et de ce point de vue-là, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a une réflexion à mener ici sur comment l'agriculture de précision peut être une réponse à certaines préoccupations de santé publique. Alors, le livre blanc qui paraîtra le 15 novembre comportera 20 mesures. Je ne vais pas les dévoiler ici, je vais juste en reprendre 2 ou 3 que je vais présenter ici, qui font écho à des préoccupations qui se sont fait jour tout au long de cette journée et qui, je crois, ont interpellé certains intervenants. Il y a effectivement beaucoup d'agriculteurs qui sont connectés et qui le sont déjà depuis très longtemps, comme ça a été souligné. Il n'empêche qu'il y a une question de couverture absolument évidente qui a été bien vue dans notre analyse. Et ici, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que simplement une caisse de péréquation. Il faut revoir la façon dont on pense la question de la couverture des territoires. L'agriculture, en France, on l'a dit, joue un rôle absolument central dans notre identité. Si les territoires agricoles sont en dehors du monde connecté, quel est leur avenir ? Il y a aujourd'hui 12% des exploitations qui ne sont pas connectées ou qui n'ont pas accès à une connexion. Je ne suis pas certain que les solutions existantes suffisent. Et même si arrivent les réseaux à bas débit, type Sigfox et LoRa, ils vont être une partie de la réponse, mais je crois qu'il faut changer tout simplement les critères de couverture des territoires et obliger la puissance publique à prendre conscience des enjeux qui se jouent derrière cette question de la couverture. Je rappelle qu'il y a des grands acteurs américains qui préparent des ballons pour connecter le monde et des drones pour connecter le monde. Laisserons-nous ces gens-là capter ces données ? Réfléchissons un petit peu. Le critère que nous demandons, c'est tout simplement de modifier les critères de couverture et de ne pas raisonner en termes de population, mais en termes de territoire. Donc ça, c'est une mesure que nous allons pousser. Il y a bien d'autres choses qui ont été évoquées, et je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons bien vu les enjeux autour de la donnée. Je voudrais juste revenir justement sur la question du rôle de la donnée vis-à-vis du client final et du consommateur que nous sommes tous. Il y a aujourd'hui des chaînes de traçabilité
qui échappe aujourd'hui beaucoup à l'agriculteur et beaucoup aux consommateurs. Je ne sais pas si vous faites cet exercice-là, d'essayer de comprendre, quand vous achetez des produits, d'où viennent-ils et de trouver cette information. L'étiquetage reste un problème. Les consommateurs s'emparent de cette question-là. Je crois beaucoup à une alliance entre les agriculteurs et les consommateurs pour penser de nouveaux systèmes de traçabilité qui redonneront de la confiance au consommateur final et qui pourront permettre de faire prendre conscience aussi aux consommateurs de qu'est-ce qu'il achète et qu'est-ce qu'il consomme. Donc, on a parlé de cette confiance et cette transparence. Je pense que la circulation de la donnée entre ces différents acteurs est au cœur de la problématique qui concerne l'agriculture. Alors certes, il y en a beaucoup qui concernent la production et elle doit être utilisée pour la production, mais ne nous arrêtons pas à ça. La donnée doit circuler jusqu'aux consommateurs et c'est à cette condition-là qu'en s'associant avec eux, l'agriculteur pourra, nous semble-t-il, retrouver la place qu'il mérite dans la société française. Voilà, je ne serai pas plus long. J'espère que vous aurez l'envie de venir lire notre livre blanc qui paraîtra donc le 16 novembre et je vous remercie de votre attention. Merci. Bien, je crois que Henri Isaac, vous avez parfaitement joué votre rôle en nous signalant d'une part les éléments sur lesquels peut-être nous avions aujourd'hui omis de réfléchir, en tout cas de travailler, et puis vous nous offrez aussi des perspectives en matière de réflexion sur l'agriculture resituée dans la question alimentaire et dans la question de la santé humaine. Alors, dans cette journée, j'ai essayé moi-même d'écouter ce qu'il ressortait d'un certain nombre d'ateliers. Hélas, je n'ai pas pu tous les suivre, et des tables rondes. Et en même temps, donc, je me trouve en situation de conclure, c'est-à-dire de faire une forme de synthèse et ensuite d'en tirer quelques éléments pour notre avenir. Et c'est un exercice qui est nécessaire, mais qui est exigeant parce que je trouve qu'il est un peu caractéristique de la question qui nous occupe aujourd'hui. Produire des données, les collecter, en les interprétant pratiquement instantanément. Parce que je crois que la numérisation, ça n'est pas seulement la possibilité de se connecter dans des espaces dont les distances étaient autrefois rédhibitoires ou entre des acteurs beaucoup plus variés, mais je crois que l'un des problèmes de la maîtrise des données, c'est finalement le développement de la réflexion entre, d'un côté, des données instantanées et de l'autre, une pensée qui réclame du temps, qui réclame un certain rythme, une mise à distance. Et je pense que la recherche, le conseil et même la production agricole instantanée, ça n'existe pas. Et cette mise, je dirais, à distance temporelle est un travail certainement que nous pouvons faire suite à ce séminaire et qui doit être fait avant de continuer dans la voie que nous avons esquissée. Alors, je rappellerai, à partir de cette introduction, que nous sommes devant des phénomènes, bien sûr, qui sont émergents, c'est-à-dire qui sont encore ouverts. Et le but de cette journée, c'était donc d'identifier les dynamiques, les enjeux, les acteurs d'un mouvement de numérisation de l'agriculture, et en particulier de regarder les dimensions sociétales, humaines et économiques de ce mouvement. Et là-dessus, n'oublions pas que ce mouvement, je dirais qu'il fait partie d'un mouvement plus général, qui est un mouvement que nous appelons en sciences sociales un régime d'innovation, c'est-à-dire que l'agriculture est confrontée par ailleurs au développement de robots, au développement de la génomique, de démarches agroécologiques, etc. Et là, je voudrais faire juste une parenthèse par rapport à ce que vient de dire Henri Isaac. Moi, ce qui me frappe, c'est que le régime d'innovation qui se met en place, en fait, il est très en amont de l'agriculture, et il est très lié aux métiers structurants des fournisseurs de l'agriculture. Et ce qui me frappe dans ces innovations, c'est qu'il y a une distance très importante par rapport aux industries agroalimentaires et à la distribution alimentaire, qui sont elles-mêmes dans des mondes qui se numérisent, mais entre ces mondes-là, aujourd'hui, s'opère une fracture, et l'agriculture est au milieu. Donc les agriculteurs deviennent en quelque sorte de plus en plus liés à des innovations situées en amont,
Et en même temps, ils restent devant des enjeux et des rapports de pouvoir qui sont en aval. Donc tous ces processus, je dirais, bien sûr, sont en marche et, comme l'a dit tout à l'heure un intervenant, on se trouve devant des signaux faibles encore, hein, mais je pense que notre rôle, c'est précisément de travailler sur ces signaux faibles, parce que lorsque l'on réfléchit sur des signaux forts, habituellement, en fait, on évalue des changements que tout le monde connaît déjà et qui sont vécus par le plus grand nombre. Et je pense que c'est le rôle de la recherche en sciences sociales de participer à l'élucidation des processus qui sont en cours, et puis d'essayer d'aider les acteurs dans leur pluralité, parce qu'ils sont de plus en plus divers, à formuler les problèmes et rechercher les solutions liées à ce mouvement. Alors, changement pour des sociologues, je dirais que ça veut dire regarder l'évolution de pratiques, mais aussi de conceptions, regarder comment se transforment les relations, regarder les avantages et les inconvénients qui sont bien sûr inégalement distribués entre les acteurs et qui sont notamment en fonction de leurs ressources. Et puis c'est de regarder, je dirais plus brutalement, qui sont les gagnants et les perdants, avec des pourcentages qui peuvent d'ailleurs varier selon l'accompagnement des processus. Et donc derrière tout ça, il y a des questions d'émergence de nouveaux acteurs, de disparition d'autres acteurs, des inégalités aussi qui apparaissent ou qui sont redéfinies. Donc c'est vraiment un moment de réfléchir sur les enjeux, sur les choix et les marges de manœuvre. Alors, je dirais qu'en tant que sociologue, il y a un peu trois questions qui me viennent à l'esprit quand j'écoute tout ce qui s'est dit dans les tables rondes et dans certains ateliers. La première chose que je dirais, c'est que ce qui me frappe, c'est que la production de la connaissance, qui n'a jamais été limitée bien sûr à la recherche, à la science, mais elle est de plus en plus en fait liée au travail et à la vie sociale. Et donc, on doit aujourd'hui s'intéresser à travers le numérique à toutes les formes de la connaissance humaine et à leur place dans ces dynamiques de numérisation, alors qu'à certains moments, les promoteurs de la numérisation entendent, disons, eux-mêmes définir de façon assez systématique les problèmes et les solutions des autres acteurs. Je pense que d'un côté, le développement de la numérisation entraîne de multiples modélisations qui ont prétention à être de plus en plus générales et prévisionnelles concernant les activités humaines, et qu'elles proposent du coup des régimes d'action rationnels qui sont capables d'éviter de plus en plus aux humains, et notamment aux agriculteurs, un pilotage direct de la production, de leurs activités. Donc la numérisation, ça effectue de la mise à distance dans les procès de travail, mais d'un autre côté, plusieurs intervenants l'ont dit, le développement de la numérisation permet d'envisager une augmentation de l'intelligence collective, de la créativité humaine, et derrière, du coup, de remettre en cause la perspective habituelle. Je pense notamment, ont été cités très souvent, la pluridisciplinarité dans l'élaboration de la connaissance, la co-construction de savoir entre la recherche et les professionnels, la coopération entre des gens d'institutions habituellement presque étrangères l'une à l'autre, et puis d'autre part, prendre le terrain, c'est-à-dire l'endroit où se réalisent les changements de production, comme, je dirais, des instances d'expérimentation en tant que telles, c'est-à-dire de création de savoir à la fois scientifique et pratique. Et beaucoup d'intervenants, bien sûr, en ont parlé. Et je pense qu'on est loin du compte, en fait, dans la vie quotidienne des agriculteurs, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, parce que beaucoup sont au contraire aujourd'hui en train de se spécialiser de plus en plus dans leur savoir, dans leurs interventions. Et je pense que c'est aussi vrai pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Je pense que cela, dans une école, alors même que je pense que les étudiants sont de plus en plus formés de façon pluridisciplinaire. Donc derrière, il y a ce qu'Hervé Pillot appelait une véritable révolution finalement anthropologique qui est à envisager. Alors, la deuxième question que j'évoquerai, c'est celle qui interroge en fait toute l'évolution du travail des agriculteurs. Les agriculteurs sont devant une automatisation de leurs activités qui va augmenter, donc derrière une productivité du travail, avec derrière, beaucoup d'agriculteurs le soulignent, en fait, une perte de la valeur économique qui reste en agriculture, qui est de plus en plus nette, et puis d'autre part, donc, des contraintes extrêmement nombreuses qui complexifient leur travail. Et je pense que les innovations qui leur sont proposées, elles sont par ailleurs marquées par
un élément qui n'a pas été discuté aujourd'hui non plus, mais qui est important, à mon avis, c'est des formes de plus en plus nettes de propriété intellectuelle des innovations qui entraînent en fait derrière des formes de dépendance qui, en ce qui concerne l'agriculture, se traduisent aujourd'hui par des contrats, par de multiples éléments donc juridiques entre notamment l'amont de l'agriculture et la production agricole. Et je pense par ailleurs que se développent un peu partout des formes d'auto-entrepreneuriat qui marquent, on peut dire, toute l'économie agricole et ce qui l'entoure. Et dans ce contexte, je pense qu'on doit s'interroger sur la construction de la valeur ajoutée et sa conservation en agriculture sur le plan économique, mais derrière aussi sur l'évolution de la valeur travail en agriculture et la valeur sociétale que représente l'agriculture. Et là, je voulais juste évoquer des éléments que j'ai trouvés récemment dans des bibliographies sur l'évolution du métier d'agriculteur aux États-Unis, où beaucoup d'agriculteurs soulignent que leur travail devient de plus en plus simple, et ils ont des mots parfois très durs pour qualifier cela. Ils parlent, dans certains cas, d'abêtissement de leur métier, lié à toute une série de processus d'innovation. Je pense que à partir de ces dynamiques, il faut aussi s'interroger sur l'évolution de la valeur travail. Et puis la troisième chose que je dirais, c'est que l'agriculture a jusqu'à présent des formes collectives et des institutions professionnelles extrêmement nombreuses qui formaient jusqu'à présent en tout cas un appareil de régulation, un appareil d'intégration très territorialisé, puissant, et qui, je dirais, créait des normes collectives et qui les légitimait. Et tout cet appareil aujourd'hui est secoué par les transformations qui traversent l'agriculture, si bien que je pense qu'il se pose une question, c'est comment les agriculteurs peuvent peser en tant que groupe professionnel, donc collectivement, sur cette dynamique de données, big data, open data, qui va donc s'incruster progressivement dans toutes les stratégies des entreprises de services, bien sûr, mais aussi dans les institutions professionnelles elles-mêmes. Et du coup, les questions derrière, c'est qui fabrique ces données. Bien sûr, on les a abordées, hein, qui en sont propriétaires, qui jugent de leur pertinence, qui contrôle leur traitement, qui peut les utiliser de quelle façon, quels sont leurs interlocuteurs les plus proches pour faire cela. Donc l'expérience, là encore, de certaines agricultures montre que les nouvelles innovations qui arrivent en agriculture depuis longtemps se focalisent avant tout sur la simplification du travail, sur la réduction des risques et du coup se mettent en place des processus qui entendent anticiper en fait sur les problèmes de production et qui entendent aussi proposer des solutions. Et donc l'agriculture là-dedans en fait en tant que groupe professionnel se trouve de plus en plus invité à entrer dans des processus de sous-traitance par rapport à l'industrie, mais aussi par rapport à tout le secteur des fournitures. Et de même, ces processus de sous-traitance atomisent en fait le monde agricole, c'est-à-dire entraînent les agriculteurs dans des démarches de plus en plus individualisées qui... On a parlé de bottom-up tout à l'heure, hein, de démarches de plus en plus ascendantes, mais je ne suis pas sûr que ça soit systématiquement favorisé et qu'on aille de plus en plus vers des formes où les agriculteurs auront de l'autonomie, auront de la capacité de s'orienter par rapport à toute cette dynamique de données. Et donc, je pense que derrière, la question est aussi de travailler sur les capacités d'orientation de ce groupe professionnel, et en tant qu'agriculteur, bien sûr, mais aussi en tant que membre de la société, c'est-à-dire aussi en tant que citoyen et même en tant que consommateur. Et là-dessus, ce que je note, c'est qu'il y a un terme qui a qualifié l'agriculture depuis ce matin, c'est le terme de précision. L'agriculture de précision est revenue dans énormément d'interventions, mais il ne faut pas oublier que s'agissant de l'orientation de l'agriculture, il y a de nombreux autres qualificatifs et substantifs qui sont aujourd'hui en débat. On parle d'agriculture paysanne, opposée souvent d'ailleurs à l'agriculture industrielle, d'agriculture biologique, d'agriculture raisonnée, d'agriculture durable, etc. Donc tous ces termes montrent qu'aujourd'hui, la question de l'orientation globale de l'agriculture, elle est en débat et probablement qu'elle renvoie à des pluralités de conceptions qui resteront, mais on voit bien que ces pluralités sont hiérarchisées en fait par l'évolution des rapports marchands et puis par toutes ces innovations que je viens d'évoquer. Donc il y a dans les questions dont on parle,
je dirais, une dimension politique, hein, qui a été évoquée d'ailleurs à propos des déséquilibres territoriaux en matière d'équipement, mais qui se retrouve aussi dans toute l'orientation de l'agriculture. Donc je dirais, à partir de ces quelques remarques à chaud, que cette première rencontre s'achève sur une sorte d'appel en fait, hein, pour les membres de la chaire et puis les équipes plus largement d'enseignement-recherche de l'ESA, de coopérer en fait dans l'accompagnement des expérimentations innovantes qui se font sur le terrain, d'évaluer les effets des actions en mettant des outils à la disposition des acteurs et aussi de regarder comment ces logiques, ces initiatives, s'insèrent dans des dynamiques de territoire et aussi comment elles rencontrent des questions d'acceptabilité professionnelle et sociale. Donc je pense que nous avons, à partir de ce qui a été aujourd'hui produit, discuté, formulé, beaucoup de travail qui peut nous amener demain à envisager une coopération plus étroite avec les acteurs de l'agriculture et aussi à peut-être préciser et compléter ce type de rencontre. Donc je pense que nous allons essayer de retirer de cette première journée des séquences filmées que nous mettrons à disposition de ceux qui sont venus ici pour que peut-être ils puissent réécouter et travailler sur les idées qui ont été formulées, sur les débats qui ont été évoqués. Et puis peut-être aussi essayer d'en tirer de notre côté une synthèse écrite que nous allons mettre à disposition de ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Et au-delà, bien sûr, essayer de regarder comment nous pourrions mettre en place une deuxième rencontre en regardant peut-être trois dimensions qui aujourd'hui ont été complètement absentes. C'est celle de l'aval que Henri Isaac a évoquée, hein, des perspectives de consommation, d'alimentation derrière, comment on peut envisager la question numérique en incluant ces relations de l'agriculture avec la consommation et derrière aussi avec la citoyenneté liée à l'alimentation et à la santé. Deuxième élément que je soulignerai, c'est probablement de donner une dimension internationale à cette journée ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, ou pratiquement pas, et ce qui me semble nécessaire, parce que lorsque nous voyons nos collègues de sciences sociales d'autres pays d'Europe travailler sur ces questions, ils ont des publications, ils ont des choses à nous dire aussi, et les acteurs eux-mêmes, je pense, pourraient échanger utilement avec les acteurs français. Et puis la dernière perspective que j'évoquerai, c'est l'idée d'une dimension comparative avec d'autres métiers. Je crois que les agriculteurs, on l'a dit depuis ce matin, sont loin d'être les seuls concernés par ce mouvement. Et aujourd'hui, dans des métiers parfois très comparables, hein, comme des métiers de l'artisanat, il y aurait sans doute intérêt à regarder comment ailleurs des acteurs sont aux prises avec ces dynamiques et peut-être aussi d'ailleurs d'associer ces acteurs entre eux, notamment en ce qui concerne le monde rural. Alors, donc, nous avons devant nous un chantier qui est riche, je crois, qui est bien amorcé, mais en même temps, bon, ce chantier est à construire. C'est ce que nous allons, de notre côté, essayer de faire. Donc, suite à ce séminaire, nous allons rester en contact avec vous et nous espérons que de votre côté, vous pourrez nous adresser vos réflexions suite à cette journée, c'est-à-dire vos critiques, mais aussi vos propositions, et pourquoi pas mettre en place avec vous des coopérations de travail dans la formation, dans la recherche, et puis aussi dans l'accompagnement des acteurs proprement dits. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour terminer. Je ne sais pas si je vais clore totalement cette journée, je vais peut-être redonner la parole à Karine. Non, j'ai oublié quelque chose peut-être? Bon, je redonne la parole à Karine pour des aspects techniques. Merci Henri Isaac et merci Roger pour ces mots de conclusion qui effectivement tracent des perspectives et nous donnent, je pense, un peu de travail pour les années qui viennent. Donc ça, c'est plutôt stimulant et intéressant. Alors, merci à vous d'être restés. Je sais que c'est vendredi soir et déjà beaucoup sont partis. Un pot est offert là où vous avez déjeuné ce midi. Il me reste vraiment à remercier tous les collègues de l'ESA qui se sont mobilisés pour cette journée, la com, les collègues dans les différents services, les services techniques,
les chercheurs et le personnel du LARES. Vraiment, merci à tous. Et je voudrais tout spécialement remercier 2 personnes. Frédéric Pellet, qui est l'assistante du laboratoire, et Nicolas Courtade, qui a été la cheville ouvrière de cette journée. Et je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. Merci à vous. Et si j'ai bien compris, au moins rendez-vous au 2e rendez-vous de l'agriculture connectée.